Bonjour, chers Camerounais, Camerounaises. Je me permets de prendre la parole pour vous dire que je suis un peu peiné d'être là devant vous, pas parce qu'il y a forcément un problème, mais parce que c'est des heures quand même assez particulières. C'est des heures particulières, et pour ne pas dire graves. Mais je ne suis pas alarmiste, je ne suis pas défaitiste, je ne suis pas pessimiste. Voilà. Le pays traverse des remous politiques. Nous sommes à la veille d'une proclamation de résultats, mais en réalité, nous avons déjà le gros des résultats. Nous avons le gros des résultats. Et vous connaissez ma position, ou mes positions, mes différentes positions, hier, aujourd'hui, et demain. Mais beaucoup de gens m'appellent, beaucoup de gens veulent qu'on s'exprime. Vous avez constaté qu'au Cameroun, souvent, on laisse les autres faire le sale boulot. C'est-à-dire ceux-mêmes qui sont souvent au devant de la scène, ceux qui profitent du juteux miel du Cameroun même, quand les choses commencent à être dures, on ne les sent plus, ils disparaissent. Il n'y a plus de communiqué avec du gros bon français. Et, bon, c'est là où nous, on est obligé quand même de porter notre maillot. Il n'y a pas d'intérêt particulier à aimer son pays. D'accord? Il n'y a pas d'intérêt particulier à être là, à défendre le pays, à dire ce qu'il faut, à dire les mots justes, pas pour négliger la peur, pas pour ignorer la souffrance des Camerounais. Je suis Camerounais. Pas pour dénier les problèmes structurels et conjoncturels. Pas pour fuir ces responsabilités. D'ailleurs, les gens nous prêtent tellement de responsabilités. Moi, à titre personnel, à part la responsabilité morale, j'ai quelle responsabilité au Cameroun, mes frères? J'ai croisé quelques frères là dans les rues de Paris qui me disaient être un peu déçus de mon attitude, de mon silence. Je dis, je vous comprends, mes frères, mais ne déplaçons pas le débat. Je n'ai pas de mandat électif pour parler au nom du peuple. Je ne gère pas une fortune, une partie du budget du Cameroun. On ne m'a pas confié une responsabilité et j'ai échoué. La seule responsabilité que j'ai, elle est intellectuelle et morale. La seule responsabilité que j'ai au Cameroun est une responsabilité morale. Et c'est ce que je fais depuis 30 ans que je travaille. C'est-à-dire éveiller les consciences. C'est-à-dire apporter des valeurs, promouvoir un idéal de société, le progrès, proposer un modèle social qui peut être adapté. Et ça fait 30 ans que je participe à la vie économique et politique, surtout, du Cameroun. Et même culturelle. Parce que dans mon jeune âge, j'étais très proche des artistes, j'ai accompagné les artistes, j'étais jeune, j'aimais, voilà, j'ai grandi à Douala, je suis un fils du Cameroun, j'ai grandi à Edea, j'ai grandi à Yaoundé, j'ai grandi à Bodmakak, j'ai grandi à Fumban, j'ai grandi à Bafoussam, et plus jeune encore, j'ai grandi à Maroua, à Garoua, où ma mère était enseignante.
Et mon père a dirigé les ateliers du Nord. Quand il est rentré de France, c'était une société qui appartenait au président Ahidjo. Donc ce soir, sans émotion grave, j'aimerais juste vous dire ce que je pense. J'aimerais causer avec vous. Je ne sais pas si c'est possible qu'il y ait des invitations. Si vous avez des questions, vous me les posez. C'est une conférence de presse virtuelle. J'aurais bien voulu qu'elle soit publique au Hilton, ou à la Falaise, à Yaoundé, ou au Musée National pour parler avec les Camerounais, ou simplement au marché. Voilà. Donc, grâce à ces outils, ça nous permet de ne pas rester et de vivre des rumeurs, par exemple. Là, tout à l'heure, j'étais très gêné. On m'a parlé de kiossi qui brûle. Et pendant que je voulais faire le live sur kiossi qui est en train de brûler, où on dit que les autochtones sont en train de brûler kiossi, donc brûler les boutiques des Bamoun, des Bamileke, des Aoussa et tout, j'étais déjà en train de vouloir faire le live. Et réflexe de dernière minute, pendant que je suis en train de brancher le téléphone, je tombe sur la vidéo d'un démenti du maire de Kiossi qui a accompagné des autorités traditionnelles, Bamoun, Bamileke, de Kiossi pour démentir. Donc, vous voyez comment cette période-ci est très sensible. Vraiment, chaque mot doit être pesé. Parce qu'au Cameroun, aujourd'hui, il y a deux camps qui s'affrontent, comme il y a toujours eu deux camps qui s'affrontent. Et c'est très dangereux. Je sais qu'une nation, c'est les contradictions, c'est les visions opposées, mais à la fin, nous tous, on aime le Cameroun, d'une manière ou d'une autre. Peut-être on aime mal. Il y a d'autres qui aiment trop le Cameroun et d'autres qui aiment trop mal le Cameroun. Mais à la fin, il y a quand même l'amour. D'accord? Imaginez un monsieur comme moi, éditorialiste de mon État, un homme politique. J'ouvre mon antenne pour dire vraiment qui est aussi en train de brûler parce que les gens m'envoient les vidéos. Et le simple fait de dire ça, et peut-être Bolo va se mettre à brûler, Yaoundé, ma responsabilité est énorme. C'est pour ça que quand nous nous taisons, je sais que ça ne plaît pas à certains. Ou quand nous sommes modérés, pour ne pas dire républicains, ça ne plaît pas à certains. Et ils veulent nous coller une image de traître, de trahison, juste parce qu'on dit non. Il faut être modéré dans ces situations. Il faut être modéré. Maintenant, je suis prêt à répondre à toutes les questions avec la plus grande franchise. Personne ici ne veut le développement du Cameroun et le changement plus que nous. Plus que moi, à titre personnel. Mon parcours ne m'autorise pas à passer une vie sans servir mon pays. Nous sommes venus ici pas pour manger. Nous sommes venus ici apprendre. À gérer les gens, à gérer les nations, à créer des concepts. À apprendre des systèmes politiques qui ont marché ailleurs et qu'on peut adapter chez nous avec une relative intelligence. Pas le copier-coller, mais adapter. Mais si quelqu'un comme moi, j'ai 50 ans et j'arrive pas à servir mon pays, enfin du moins de manière officielle, vous croyez que c'est un plaisir? Comme me disait encore mon fils ce matin, mais papa, toute cette énergie que vous donnez là-bas, ça sert à quoi? Je dis oui, ça sert à quelque chose. Ça sert à quelque chose. Ça sert à ce que les pays se développent. Une élite n'est pas faite pour se cacher. La Chine a envoyé ses élites venir étudier, voler les recettes de cuisine pour aller les implémenter là-bas.
Mais nous, on est venus ici, on est devenus très opposants ou très blancs. On joue les blancs. On joue les supérieurs. On joue les gens. On n'a rien à foutre de nos pays. Quand on va en Afrique, c'est pour construire sa maison. Surtout les Camerounais. Quand les Camerounais rentrent, c'est pour construire sa villa. Au village même. Il s'arrête là. S'il peut aider sa soeur, sa mère, ses parents, là, ça s'arrête là. Mais grosso modo, nous n'avons pas cet esprit corporate des Maliens, des Ouest-Africains en général, dont Sénégalais et tout. Vous voyez, Sadio Mané est un footballeur professionnel. Mais en tant que footballeur, il a construit une ville. Non, il n'a pas juste construit son immeuble. Hein. Sadio Mané est en train de construire une ville. Son village est devenu une ville au Sénégal, c'est-à-dire stade de football, lui, l'université, le collège, l'école primaire, les pharmacies, les boutiques. Tous les Sénégalais à Paris, à New York et tout, rentrent dans leur village pour construire les routes, les pharmacies, les écoles, les hôpitaux. Et nous, on est là, on joue les diplômés, mais on n'apporte rien au pays. On critique beaucoup. Chacun est savant. Mon inbox est plein de gens qui critiquent. Oh, les blancs, oh, nous, mais vous êtes des savants. Quand on vous demande, vous êtes médecin, vous dites vous êtes médecin, par exemple, on cherche ce que vous avez fait pour le système de santé de votre pays. Rien. Vous êtes avocat, vous êtes à Paris. Qu'est-ce que vous avez fait pour le système, pour le pays? Vous pouvez former les gens de votre village, même au droit élémentaire, pour qu'ils soient au courant de... Voilà, mais rien. Les gens jouent, on joue trop. Et c'est pour ça, moi je viens de mon village, là, il y a quelques jours, j'étais encore dans mes champs. C'est peut-être pas grand-chose, mais le simple fait que les villageois me voient là avec eux, que je donne un peu d'espoir, un peu d'activité économique, un peu, ça change. Ça apporte l'espoir. Ça apporte l'espoir. Donc, je ne suis pas là pour faire des reproches. Je dis, nous sommes en pleine élection présidentielle. Elle se termine quand on a proclamé les résultats. Et même juste après, on va voir ce qui va se passer. Mais la tension est à son comble. Parce que, comme je vous annonçais tout à l'heure, je voulais faire le live pour appeler au calme des populations de Kiossi, alors que c'est un court-circuit. Il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de maître tribal là-bas. On m'a annoncé aujourd'hui, par exemple, qu'on a arrêté le journaliste, comédien, parce qu'il fait des émissions sur Canal+, la chaîne de Bolloré, Valérie Ndongo. Et tout à l'heure, en faisant ce qu'on appelle le fact-checking, je vois une vidéo de Valérie Ndongo qui dit qu'il est à Douala, il est en plein spectacle. J'en viens, hein? On va parler de tout ce soir. Il n'y a pas de tabou. On m'annonce encore l'arrestation de... Après, je vois, non, il n'est pas arrêté. Maintenant, depuis hier, on me dit que Anissé Kane, Djekam Tchemeni sont arrêtés, sont aux arrêts. Là, ça devient un autre problème politique. Déjà, pour commencer, si ma voix porte, j'aimerais quand même dire, lancer un message envers l'administration générale. L'administration générale, et ils savent bien que nous devons aller vers l'accalmie. Je ne peux pas me prononcer sur ce sujet. Vous savez, les autres ne sont pas journalistes. La plupart des gens qui parlent sur la toile n'ont pas la déontologie. La plupart des gens qui parlent sur la toile, qu'ils soient diplômés ou pas, ne sont pas autorisés dans un pays normal à parler. Nous entrons dans la communication politique.
les blogueurs, les gens qui disent tout là, ils ne peuvent même pas souvent assumer. Mais moi, j'ai une parole autorisée. J'aimerais quand même, s'il m'était permis de dire un mot, appeler à l'apaisement général, quoi qu'il arrive. Pourquoi je dis ça? Parce que si l'arrestation, je n'ai pas les données, certaines, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est aussi ça qu'on appelle la jurisprudence. Une distanciation avec les faits. Ceux qui n'ont pas de filtre dans le cerveau, dès qu'on dit on a arrêté tel, il est en live. Oh, on a tué, il est en live. Oui, mais nous, on a le devoir de peser chaque mot. Et c'est ça qui ne plaît pas souvent à ceux qui nous suivent. Parce qu'ils veulent le sang. Ils veulent qu'on dise. Ils veulent se servir de nous. Je connais trop bien ce système. Vous savez, je fais la radio, la télévision, la presse écrite depuis plus de 30 ans. Quand je dis ça, les gens croient que c'est un jeu. D'accord? On ne nous manipule pas. Parce que c'est nous qui pouvons manipuler. Un seul mot de mal placé là peut créer une guerre civile. Donc c'est de ma responsabilité de ne pas vouloir le sang, de ne pas vouloir voir le sang couler dans mon pays. Je ne suis pas payé pour ça. Et je ne dois même pas être payé pour ça. Alors, revenons à Ekana Nissé et Andjé Kamchamini. Quoi qu'il arrive, s'ils ont commis des délits, ils répondront. Mais j'aimerais quand même dire que Ekana Nissé, c'est un grand frère, un papa même. Je pense qu'il est né en 56. Ekana Nissé a un amour profond pour ce pays. Maintenant, je ne suis pas son avocat. J'ai vu les armes qu'on nous a brandies, j'ai vu de l'argent, j'ai vu le rapport des choses matérielles saisies à son domicile. On va essayer de voir ce qui lui est reproché clairement. Mais si ces faits sont avérés, ça peut être très grave. Mais je sais qu'Anissé Ekane, que j'ai connu depuis plus de 20 ans, a toujours été au devant de la lutte. Depuis 30 ans, depuis 90, je connais Anissé Ekane. En 2008, on était côte à côte et c'est un dur. Mais le problème aussi avec les durs, c'est que les durs, parfois, ne savent pas infléchir leur position. Anissé Ekane, c'est quelqu'un qui est un UPCiste. Et le combat qui est justement là aujourd'hui encore au Cameroun est un combat UPCiste. Le combat qui est en train de se jouer là, c'est le même combat colonial qui n'est pas réglé depuis 1948, mes chers Camerounais. Vous voyez juste les choses comme ça, mais l'histoire, c'est l'étude des faits. L'étude du passé basée sur les faits. Et on se projette, on étudie les grandes données pour nous permettre de se projeter dans l'avenir. C'est ça qu'on appelle la science politique, la géopolitique. Tout le monde dit géopolitique aujourd'hui, mais non, à un moment, il faut faire un peu de pédagogie. J'ai vu les gens dire, mais on n'entend pas les intellectuels camerounais. Si vous me prêtez 2 neurones et vous me laissez le temps de vous montrer que nous sommes un peu des intellectuels, dans la lignée droite spermatique, philosophique, de Stanislas Mélonais, de Thomas Mélonais. Je suis un Mélonais. Donc je n'ai pas le droit d'être médiocre. Je n'ai pas le droit d'être médiocre. Alors, ce que je voulais dire, c'est que la lutte qu'il y a aujourd'hui au Cameroun, entre guillemets, c'est une lutte entre 2 Cameroun. Cette lutte ne date pas d'aujourd'hui, elle date de 1920. L'Artcam,
Cette lutte de Soko Priso, c'est une lutte d'André Marine Bida. C'est une lutte de Oumyobé. Et c'est justement Anissé Kane qui est encore un des descendants de Oumyobé. Donc la question aujourd'hui au Cameroun, c'est est-ce qu'on continue avec l'État central, incarné par son excellence, le papa, Paul Biya, qui, même s'il est déjà vers une pente, est-ce qu'on continue avec le Cameroun en construction comme ça, républicain, hérité, postcolonial, ou est-ce qu'on va dans un Cameroun totalement nationaliste, ultra indépendant, comme voulaient les Oumyobé? Est-ce qu'un État comme ça est valable et viable aujourd'hui? Le nationalisme de Oumyobé, le nationalisme de Moumié, le nationalisme de Wamdié, le nationalisme de Moumé Etia, le nationalisme... Donc, c'est une histoire qui n'a jamais été réglée. Mais moi, si vous voulez mon avis, je reprends tout de suite, je pense qu'il y aura une fusion à un moment. Il y aura ce Cameroun qu'on a déjà bâti, qui existe, que vous avez, que nous représentons, vous et moi, et puis ce Cameroun qui veut décoller seul son autonomie. Mais l'UPC est une création aussi camerounaise. Mais c'est Gaston Dona. C'est un Français qui a créé l'UPC. Gaston Dona, qui était syndicaliste français, c'est lui qui va à Dokoti là-bas, il appelle les jeunes, il commence à leur dire non, voici comment on lutte. Donc quand les gens disent que l'UPC c'est contre les Blancs, la France, et c'est ça, il y a une force coloniale qu'il fallait combattre, mais pas des États. Béatrice me dit le nationalisme est ultra, c'est ce que je souhaite, c'est ce que nous souhaitons tous. Voilà. Ça, c'est par exemple une idée. Donc, si vous demandez à tous les Camerounais maintenant, vous voulez quoi? On veut être indépendant. Vous voulez quoi? Nous sommes indépendants. Nous ne voulons plus les Blancs. Nous ne voulons plus les colons. Oui, mais après, vous mangez comment? Est-ce que la politique aussi, ce n'est pas l'art de savoir jongler avec ses intérêts? L'ennemi d'hier peut être un allié aujourd'hui, un partenaire demain. C'est pour ça que j'ai écrit un livre là, je ne sais pas s'il est à ma portée. Voilà. La France et nous, d'accord? C'était pour revoir cette relation avec la France, puisqu'on parle de ça. Le Cameroun n'a pas été une colonisation, mais le Cameroun a été sous tutelle de l'Angleterre et de la France. Voilà. Après avoir été sous mandat. Il faut qu'on prenne la parole pour expliquer. Je sais que les gens veulent voir des lives où tout le monde crie, ça s'énerve. Non, non, non. Ici, on va doucement. Hein? Bonsoir à vous tous. Partagez le live. Beaucoup apprécient. J'ai institué ce qu'on appelle la minute de Bissoc. Ça marche très bien. Beaucoup m'écrivent, mais très peu veulent partager. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? On vous a interdit de partager mes lives. On vous a interdit de partager, mais de me dire juste que c'est bon en off. Partageons si c'est bon. Nous passons aussi un moment de pédagogie. Et puis si les enfants nous écoutent, les étudiants nous écoutent, nos petits frères nous écoutent dans la diaspora. Ils voient ce monde, on dit brûlons le Cameroun. Hein, les gens disent brûler le pays, mais personne n'explique l'origine de là où nous sommes. Étudier nous énerve, mais nous voulons les résultats. Fabriquer nous énerve, mais nous aimons le chocolat. Nous aimons le champagne. Hein? Mais non, il faut réfléchir à un moment. Donc, voilà les deux faces. Et quand Oumyobé entre en résistance avec ses frères, ce n'est pas le tribalisme que certains veulent nous vendre aujourd'hui.
Oumyore était avec ses frères. Je vous rappelle que Moumié, la femme de Moumié, c'est une de mes grand-mères, n'est-ce pas? La femme, tous les nationalistes n'avaient pas les femmes, avaient les femmes à aider, en tout cas, ou la plupart. C'est Moumié ou qui était fusillé à Bafoussam? Wandier avait une femme d'Edea, une femme Bassa, je pense. Bon, ou une femme Ewondo. Moumié, je ne sais plus, Moumié avait une femme Ewondo. Voilà, donc. Alors, donc, la question centrale aujourd'hui au Cameroun, qui a toujours été posée, c'est que les nationalistes ne voulaient pas. Ils ne voulaient même pas débattre. On a proposé tout à Oumyore. Être président du Cameroun, avoir même de l'argent, avoir un statut, avoir à condition qu'il collabore. Et moi, c'est là où mon grand-père me disait toujours que la vertu, c'est au centre. La vertu, c'est au centre. Les extrêmes, je me méfie des extrêmes. Je le dis tout le temps à mes enfants, à mon entourage, à mon épouse. Je n'aime pas les gens extrémistes. Même Bill, même Nol, même je vais. Et tous les extrémistes comme ça là sont un danger pour l'équilibre. Même en France, vous savez que normalement en France, le Front National va gagner l'élection si on va comme ça en roue libre. Toutes les élections. Mais comme il représente aussi en même temps un danger pour l'équilibre national de la France, au deuxième tour, on les bloque. Et là, on a même déjà éliminé Marine Le Pen. Hein? Tatiana Akam, on parle des choses sérieuses, vous parlez de mes lèvres roses. Vous êtes quand même... vous êtes dans votre élément. Hein? Voyons plutôt le Cameroun en rose. D'accord? C'est plus important. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ces deux Camerouns qui se sont toujours affrontés. Un Cameroun, des gens qui disent non, intransigeance et ceci, liberté pour nous, rien pour les autres. Et puis un Cameroun qui était plus tendu vers la négociation, un Cameroun pondéré. C'est là où on est allé prendre des jeunes comme les Aïdjo et plus tard les Biya qui rentraient. On cherchait quelqu'un qui peut rassembler non seulement les Camerounais, mais qui peut aussi admettre que les puissances puissent venir avec de l'argent, avec des usines. C'est pour ça que quand j'entends les Camerounais dire « Oui, le Cameroun avait ça, on était riche, on avait des sociétés, on avait à l'UQAM, on avait Sosucam, c'était pour vous. Il y avait Bata, il y avait Zéphyr, mais c'était pour vous. La France a développé son tissu économique au Cameroun. L'Angleterre a mis une partie de son tissu économique au Cameroun. Quand vous voyez la CDC, toutes ces grandes plantations, d'abord les Allemands avaient déjà commencé avec le chemin de fer et les investissements, les grandes plantations. C'est les Allemands qui ont commencé ce business. Le palmier, l'EVA et tout ça. Donc parce que nous étions un pays de rente. Maintenant nous sommes un pays indépendant subitement en 1960. Je ne suis pas là pour refaire l'histoire. J'expliquais les origines des Cananicens, les combats. Parce qu'on a arrêté les Cananicens, Dieu comme Tchameni. Je vous explique, on est dans l'actualité politique. On est dans la géopolitique là. Et c'est votre histoire. Ce n'est pas l'histoire des Chinois. Donc, quand l'indépendance arrive, en 1960, on dit non, c'est notre pays. Les Camerounais ne sont pas encore outillés pour comprendre que toutes les élites qui viennent même déjà fréquenter, tous les gens qui viennent fréquenter en France, ou faire des études, poursuivre leurs études, tous les gens qui viennent là sont
envoyés en France. De Manu Dibango à Moutomé, à Paul Biya, à Semengue, à tous ces gens-là, à mon père Samuel Bissok, à tous ces... On envoie tous les Camerounais qui ont le bac ou qui ont un niveau d'aller étudier chez eux en France. C'est ce retour des élites-là, cette vague-là qui rentre, les Louis Mandin, mon père, mon tonton, c'est cette vague-là qui revient occuper les postes. Mais ils n'occupent que les postes. Ils n'occupent que des postes dans l'administration, certains postes sensibles. L'économie ne peut pas nous appartenir parce qu'on n'est qu'indépendant depuis quelques années. Et jusqu'à présent, à l'heure où je vous parle, l'économie appartient toujours à ceux qui ont toujours possédé le Cameroun. Ma chère Diane, je vais expliquer les arrestations tout à l'heure. Je suis en train d'expliquer les arrestations. Donc, les Camerounais ne sont pas assez honnêtes pour comprendre. Ou bien comme on joue au football avec le Hemley, on croit qu'économiquement, on a eu le temps de fabriquer un tissu économique. À part 2 ou 3 Bamileke qui tiennent un peu les choses comme Naoussi, et puis les Fotso Victor hier, les papas qui étaient là, les Moncam Pascal qui ont été aidés un peu par l'État, hein, tout ça, vous savez un peu l'histoire. Paul Biya dit non, voilà, donnons un peu aux Camerounais quelque chose. Mais nous sommes dans le commerce, nous sommes dans la représentation, nous ne sommes pas dans l'industrialisation. Ceux qui possèdent l'industrie jusqu'à présent au Cameroun, c'est les Français. Mais il faut vous documenter. Je l'ai écrit. Qui exploite le pétrole Perenco, Total, hein? Qui exploite la canne à sucre, c'est la Sosucam qui appartient à la famille Villegrain. D'ailleurs, pourquoi Yinda, de regretter mémoire, le duc, donc on va en retraite, c'est parce que quand le petit-fils de Villegrain, la famille qui a Sosucam, arrive aux affaires, il voit qu'au Cameroun, c'est encore l'ami de son grand-père qui est directeur là-bas. Il dit non, c'est pas possible. Il faut qu'on passe à d'autres réformes, d'autres choses. Et on enlève le vieux Louis Yinda qui prend ça très mal parce qu'il est l'ami de Paul Biya et il ne comprend pas qu'on lui dise de partir d'une société qu'il a contribué à bâtir. Non, c'est que les propriétaires à Paris, les petits-fils qui sont arrivés disent on veut un nouveau management. Et puis se bat pour laisser de ces petits poulains dans la société. Donc, vous voyez, vous regardez la compagnie fruitière de Marseille, PHP, en Djombe, à Dehane, chez moi, vous savez que j'ai eu un affrontement dur avec ces gens. Bolloré qui a racheté toutes les Socapal, même s'il a vendu un peu à Ecofin, un peu aux Belges, mais c'est toujours la France. Et c'est dans ce contexte-là que Paul Biya lui-même arrive au pouvoir. Parce qu'Aïdjo ne pouvait rien faire. Cette embellie-là, c'est parce que, voilà, il fallait négocier avec le pouvoir central français. Et Biya qui rentre aussi, continue dans ce moule. Et depuis 1982, vous voyez la vaste opération d'anéantissement de l'économie qui ne dépend pas de Paul Biya. La gestion des Camerounais sur place, la gabégie haute, la corruption, on peut en parler, ça c'est vrai. Mais je parle de la superstructure du Cameroun. Paul Biya n'a pas les coups des franges parce que tu mettais même X ou Paul là-dedans, il n'allait avoir rien à faire là sur place. Et toute l'Afrique francophone est comme ça. Beaucoup aujourd'hui insultent Ouattara parfois, combattent Ouattara, on dit il a donné le pays aux Français, il a donné... Comme s'il y a un Ivoirien qui sait faire le cacao. Est-ce qu'il y a un seul Ivoirien qui peut écraser même la poudre de cacao, mettre dans la boîte, vendre? C'est toujours un marché où les Français investissent, mettent leur argent. Aujourd'hui, il y a les Indiens qui viennent sur la noix de cajou. Donc, il faut que les Camerounais réfléchissent souvent. Hein? On n'a pas dit que c'est figé, mais voilà les réalités. Et moi, je ne suis pas pour l'affrontement avec la France, pour ce discours hermétique,
ultranationalistes, du rejet de l'autre et tout. La France peut être un meilleur partenaire. Hier, c'était pas bien. Il y avait des rapports écrasants. Aujourd'hui, le monde est ouvert. Et Paul Biya dit le Cameroun est la chasse gardée de personne. Il rentrait d'un voyage. Il a ouvert le pays aux Chinois, aux Turcs, aux Indiens, voilà, à tout le monde. Aux Américains. D'accord? Donc, les Camerounais ne veulent pas entendre. Quand j'écoute les Camerounais gueuler, c'est comme s'ils sont un pays. Vous ne pouvez même pas tenir un mois si on vous laisse votre pays. Un mois. Même le plantain que vous allez refuser de manger le plantain. Un pays est plus compliqué que ça. On a demandé aux Camerounais, depuis 1960, juste après l'indépendance, il faut avoir tes banques, il faut avoir tes routes, tes hôpitaux, tes toits, alors que tu n'as ni médecin, ni informaticien, ni ingénieur, ni rien. Cette longue marche du Cameroun continue jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce Cameroun-là que nous laisse Paul Biya, qu'il soit bien ou pas, nous devons donc prendre le relais demain pour dire nous allons assumer nos responsabilités. Parce que moi, je ne vois pas un Français ou un Chinois ou un Colombien qui va venir me gronder au Cameroun. Si moi, je suis aux affaires, par exemple, je vais lui dire, oh, stop, stop. Donc, on demande d'abord de décomplexer la mentalité camerounaise et de décomplexifier la mentalité camerounaise. Donc, les procès qu'on se fait là, les luttes, oh, on n'a pas session, on n'a pas session, c'est parce qu'on ne pouvait pas les avoir. Alors, Ekana Anissé donc fait partie de ce courant upéciste qui ne négocie pas, qui est jusqu'au boutiste un peu, même ils croient ferme qu'ils sont dans le droit, il faut aller, on dit oui, il est comme un militaire russe, hein, ils sont un peu soviétiques parce que l'UPC c'est un peu ça, la lutte armée. Les Wungli Masaga ont fait la lutte armée jusqu'en Angola, jusqu'au Congo, le Cabinda. D'accord? Et puis, c'est ce radicalisme-là qui peut avoir causé son arrestation. D'accord? Je ne juge pas, hein, on est dans l'échange. Et puis l'autre, Djokam Tchameni, alors je vais vous dire, tout petit, nous on était en France, quand on revient au Cameroun, moi je fais mon école au Cameroun, j'entre au collège au Cameroun, et je tombe sur, nous sommes en 87, je suis sur RFI, hein. On dit, il y a un Camerounais qui a créé le premier ordinateur africain, qui s'appelle Ramsès. Et c'est Djokam Tchameni. Vous imaginez la fierté? Djokam Tchameni qui est aux arrêts là, est le premier Africain à créer un ordinateur. Un génie. Et moi je suis au collège. Je devais être en 3e ou en 4e, un truc comme ça. Et la vocation, j'ai dit non, mais c'est pas possible. Un ordinateur, un Africain, un Camerounais. Et plus tard, je croise l'homme en 90, les luttes politiques et tout et tout. Donc voilà deux Camerounais qui auraient pu symboliser la liberté, le développement, le progrès économique. L'autre sur la lutte des valeurs, la lutte politique, et Ekana Anissé, l'autre sur l'intelligence. Tout ce qui manque à l'Afrique aujourd'hui, c'est l'intelligence. De fabriquer. C'est pour ça que les Blancs ne nous tiennent pas à la gorge. C'est pour ça qu'on est pauvre. Parce qu'on ne sait rien faire. Tailler le cul d'âme nous dépasse. Ou la tête est faible. Alors, quand tu as des Djokam Tchameni qui rentrent, et puis sa femme est américaine, il est américain, il a une école, je pense qu'il a une école, c'est un investisseur,
Ndjekam Tchamini a une école au Niger, au Burkina Faso, une université, il a une école à Bonapriso avec sa femme, donc il est dans l'éducation, d'accord? Parce que même s'il doit répondre de ses actes aujourd'hui, je ne voudrais pas qu'on prenne des raccourcis comme si c'est des petits voyous du quartier. Non, attention. Mais qu'est-ce qui peut pousser donc Ndjekam Tchamini, qui est un éducateur, un formateur, un savant, à se retrouver là où il est aujourd'hui, parce que nous sommes dans cette lutte politique. Je pense qu'il a dû mettre son savoir technologique, informatique, au service d'une lutte qu'il croit juste, celle de la libération du Cameroun. Mais libérer le Cameroun de quoi? Contre qui? Pourquoi? Pour le reste, je peux pas, je suis pas là, je parle pas des choses. On nous a parlé des armes, on va essayer d'écouter ce que... Voilà. Mais je voulais qu'on revienne sur ces deux choses-là, ces deux parcours, juste pour vous comprendre les luttes politiques au Cameroun. Et Paul Biya, donc, il faut qu'il tienne le gouvernail de ce Cameroun qui serait en dislocation aujourd'hui. Vous savez qu'on est facilement assis à Paris parce qu'on a demandé l'asile. Ou quand on est dans les bons draps, on devient un petit Français là, comme un peu vous tous là, ou un petit Canadien belge avec des papiers, ou un Suisse. On se met à critiquer systématiquement le pays sans être au courant des luttes internes qui nous reviennent à nous-mêmes sur place. Paul Biya a des défauts. Il n'a pas fait une carrière époustouflante en politique. Mais attention, il faut respecter ce vieux. Le Cameroun est le fruit de la maîtrise des affaires politiques par Paul Biya. Le Cameroun est le fruit aussi de la tempérance des Camerounais. J'ai dit sur un plateau télévisé, écoutez-moi bien. Non, Wolfgang, vous m'amenez... Moi, je ne suis pas un enfant de cœur. Je ne suis pas là pour dire que tout est blanc. Je ne suis pas militant. D'accord? Voilà. Je parle maintenant en Camerounais simple, avec un cœur qui bat. Parce que je ne veux pas voir mon pays brûler demain. Si vous êtes bien caché ou vous êtes en Indonésie ou en Belgique, moi, je dois être au Cameroun avec mes enfants et mes petits-enfants. Je dois mourir là-bas. On doit vivre au Cameroun. Le chaos, parce que ce qu'on nous annonce là, c'est le chaos ou la continuité du Cameroun. En fait, cette élection-ci, c'est une élection de référendum. Et moi, tout ce qui va arriver, va arriver. John Teboé Bofo. Moi, je vous dis, j'ai peur de rien. J'ai assez vécu sur terre. Mais il serait dommage que le Cameroun sombre. Et nous tous, on sera responsables. Et toi qui cliques ici pour encourager l'émeute, et toi qui soutiens, et toi qui dis des choses, et nous tous, on a une responsabilité, même moi-même. C'est pour ça que je tiens à vous repréciser les combats d'une nation. Un pays ne disparaît pas, c'est les hommes qui vont passer. Nous allons tous mourir. Le Cameroun ne va pas bouger. Un pays ne disparaît pas. Même si la guerre se crée là, c'est ceux qui sont là qui meurent et qui perdent. Mais après la guerre, il y a toujours un seul survivant qui reste. Et on regardait en 60 ans. Hein? En 60 ans, regardez ce qu'on n'a pas pu faire. On est Camerounais, non? Regardez ce que vous reprochez au Cameroun. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de routes, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas... Mais parce que c'est difficile. Soit on le fait avec beaucoup d'argent emprunté ailleurs. Dieu seul sait que le Cameroun est riche, mais on n'a pas assez d'argent. Tout le budget du Cameroun ne peut pas acheter un avion neuf. Parce que vous, les Camerounais, vous êtes imbus.
Vous vous prenez pour des super-héros japonais. Nous sommes un pays africain qui n'arrive pas à fabriquer le cure-dent. On vit du cacao. On vit du bois qu'on est obligé de couper de plus en plus loin dans les forêts de l'Est et du Sud. On vit de petites choses. On vit même de l'aide. Parce que quand j'entends les Camerounais dire on est riche, mais la richesse ne tombe pas du ciel. Qu'est-ce qui nous permet de transformer l'économie? Mais c'est l'industrie. Hein? Il est où là, ce livre-là? C'est l'industrie. J'ai écrit ce livre, Industrialisez-vous et taisez-vous, qui devait être dans toutes les universités du Cameroun. Tous les collèges. Mais même là-bas, c'est encore une mafia qui gère, nous dit-on. Pour que votre livre soit au programme au Cameroun, mais il faut faire toutes les magies du monde. Hein, les universités mettent ça au programme chez eux. Industrialisez-vous et taisez-vous. D'accord? Voilà. On dit des choses assez importantes pour montrer comment l'économie amène, l'industrialisation amène à la transformation de l'économie. Si vous ne transformez pas l'économie, le Cameroun importe les hommes, les femmes. Bon, Elisabeth de Brest, elle me dit quelles sont vos sorties, quelles sont vos propositions concrètes pour une sortie de crise post-électorale. Ok, on y va. Bon, on y va, je l'ai dit l'autre jour. Hein? Le président Paul Biya a proposé à son fils Tirouma d'être son premier ministre. Selon les résultats qu'on nous a donnés, hein, 55, 35, moi je n'étais pas là-bas. Je lis comme vous. Si cette proposition est avérée, voilà la solution. Ou une des solutions. Mais comme il y a je dis les deux camps là, il y a les jusqu'au-boutistes, il y a les va-t-en-guerre, il y a les ultra-nationalistes, ultra-gauchistes, ultra-désordonnés. Vous savez, comme en France, vous avez les Mélenchon là, ils ne veulent rien. Ils veulent la guerre, ils veulent tout casser. Vous avez aussi l'extrême droite, l'extrême gauche, ces gens-là dans des pays, et au Cameroun, c'est ça. Sur Facebook, vous avez l'extrême gauche là. Et là-bas, super, vous avez l'extrême droite là. Et nos milieux, nos voix sont écrasées parce que nous, on essaie de dire calmos, calmos. Et personne ne veut entendre le calmos. Paul Biya, 92 ans, 13 ans, ou même plus. C'est juste un bel homme. Il propose à Tirouma, qui a été son ministre pendant 22 ans, que bon, comme tu es mon deuxième, voilà. Il y a Diane qui, je sais pas, Maël, ou c'est un monsieur, ou je sais pas, qui commence à dire, voilà, mais pourquoi quand on dit, Tirouma, tu peux devenir premier ministre, on te laisse les mains libres, les gars disent non, on ne veut pas, on va aller jusqu'au bout, on nous a volé, mais on vous a volé comment? Bon, même si c'est vrai, il faut le démontrer. Il faut entrer dans d'autres batailles qui vont nous plonger dans une crise post-électorale. L'économie est déjà faible, on va encore perdre 6 mois là à discuter les cailloux, on va casser les cailloux, on va jeter, la police va tirer, les morts, les ceci, on va brûler. Comme à Tchang l'autre jour, on a commencé à brûler tout en une nuit. On peut brûler tout le Cameroun. Personne ne peut contrôler. Personne ne peut contrôler. Mais ce n'est pas notre rôle. Moi, je n'irai plus jamais à l'université. Je suis sorti de l'université il y a 20, 30 ans. C'est fini. C'est fini. Ah, si tu viens brûler l'université de Tchang, quand les enfants de Tchang vont vouloir s'inscrire en septembre ou je ne sais plus quand là de l'année prochaine, et que l'université est brûlée, mon frère, on va leur dire allez à Garoua. Bonsoir Mula. C'est Mula? J'arrive pas bien à lire ce...
Bonsoir, Mula Five. C'est ça? Bon. Donc, vous brûlez le palais de justice. Mais qu'est-ce qu'on fait des gens qui avaient leur dossier là-bas? Toutes les archives. Bon, ceux qui ont brûlé, je ne suis pas le procureur, je ne suis pas le père. Ils ont leur raison. Mais maintenant, le matin, quand tu te retrouves dans une belle ville, un peu que je suis passé à Tchang, une semaine avant mon départ, j'ai mangé, on a passé un moment agréable en Bouddha, à Tchang, j'ai mangé un porc. Je ne sais pas s'ils ont je ne sais pas comment ils font leur porc braisé là, mais c'est incroyable. Hein? On a même proposé la viande du chien à Tchang. Une si belle ville. Moi, je pense à Tchang, du centre climatique. Quand on était petit, on allait en congé au centre climatique. Je suis passé là, je n'ai plus rien reconnu. Et maintenant, si on brûle ça, c'est en 2 jours, tout disparaît. Je pense que les Camerounais sont fâchés. Moi-même, je suis un aigri. Moi-même, je suis fâché comme vous. Moi, j'ai fait des longues études. J'ai aussi le droit de dire que pourquoi je ne suis pas ministre. Bon, comme Biya ne m'a pas nommé, je peux aussi aller brûler. Hein. Moi, je peux couper le pont de la Dibamba là-bas. Je coupe aussi le pont Lyon. Je brûle aussi tout. Hein? Au Kenya, Jomo Kenyatta a été Premier ministre. Enfin, Kenyatta, qui est le fils de Jomo Kenyatta, ils sont allés à l'élection avec Raila Odinga, les 2 grands opposants. La bagarre a commencé. Eux, ils ont eu le temps d'avoir 1000 morts. Hein. Et ils sont revenus à la raison pour dire non, maintenant notre président, notre Premier ministre. Après avoir perdu 1000 morts. Vous croyez que le Cameroun est à ce niveau? Le monde entier nous guette. Vous savez, il n'y a pas d'amitié entre les nations. Le Cameroun est une belle femme, avec un bon truc là, tout ça là, tous les atouts là. Et le Cameroun est convoité par tous les pays. Et méfiez-vous aussi des amis qui vous disent, gars, casse ta maison, on va t'aider à reconstruire. D'accord? Moi, j'ai des amis qui sont souvent venus me donner des conseils, je vais vous dire. J'ai un ami qui m'avait dit, ben, écoute, moi j'étais en train de faire ma télévision, j'avais tout financé, tout monté. Il entre dans mon projet de télévision, ce petit malhonnête, méchant là, il dit qu'on va faire une grosse télévision. La télévision porte mon nom, mon cycle. Et lui vient, je prends son sigle, je colle au mien. Il vient s'installer dans mes locaux et du jour au lendemain, il enlève mon nom, il garde son nom. Donc ma télévision devient sa télévision et il occupe mes locaux. Et vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc des gens qui vous disent casse ta maison, on va t'aider à reconstruire. Vous n'avez pas des amis comme ça. Quand tu casses la maison, tu commences à l'appeler que gars, viens on reconstruit. Il dit non gars, chacun a ses problèmes, dis donc. Donc on va venir t'aider comment? Et c'est ça, cassez le Cameroun. Cassons donc le Cameroun. Et puis la reconstruction va venir, vous allez voir qui va venir nous aider. Quelqu'un dit, si je construis un pont ici, je prends cet espace de 100 000 mètres carrés. Si je construis le pont, si je reconstruis l'université d'Edea ou de Tchad, je prends la ville de Tchad, je mets mon drapeau. La Turquie dit que moi je construis. C'est ce qui se passe avec la Chine par exemple. La Chine occupe tous les pays là, même le Cameroun. Voilà pourquoi l'autoroute ne finit pas vite. Douala Yaoundé par exemple, je ne justifie pas les dérives. Si quelqu'un a parlé de corruption, tout ça là, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi je suis pas là, hein, je gère pas les corruptions. Les voleurs doivent être en prison. Je parle de l'état profond, de l'intelligence. Notre autoroute est bloquée parce que la Chine veut la construire à 100%. L'État camerounais a sa part.
L'État dit non, il faut qu'on soit souverain sur au moins les routes aussi, une partie. Et c'est ça qui coince. Parce que dans les autres pays, comme la Tanzanie et Somalie, tout ce que vous voulez, la Chine fait un chemin de fer et elle dit que c'est pour l'infrastructure. La Chine vous fait un port et la Chine commence à imposer les conteneurs qui doivent entrer et sortir. Donc la Chine, par exemple, tue la souveraineté des pays. C'est là où le Cameroun, même si vous me tuez, je suis fier d'être Camerounais. Tuez-moi. Le Cameroun ne se laisse jamais manger comme les autres pays qu'on avale comme ça sans préparation. C'est beaucoup de stratégie derrière. On va lentement peut-être. Vous savez, j'adore la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, je salue les Ivoiriens, ils sont en pleine élection. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir. Je pense que c'est Ouattara qui va gagner. Je leur souhaite bonne chance. C'est mon pays, je l'adore. Mais vous voyez par exemple ce qui se passe. Ça s'appelle les BOT. Bon, après on revient sur Tiruma et Bia, hein, comme ça vous intéresse. Mais je vous explique quelque chose. La Côte d'Ivoire a le chantier du métro là par exemple. Mais vous savez qui est en train de faire le métro? C'est Bouygues et des partenaires. La Côte d'Ivoire n'a pas un centime, n'a pas l'argent pour faire un métro. Mais c'est les relations de Ouattara, c'est, voilà, il est au FMI, il connaît jongler un peu ces choses-là. Mais le métro, ça a un coût. Si on dit aux Camerounais aujourd'hui, qu'on vous donne l'autoroute, Bouygues peut venir vous faire l'autoroute, on dit aux Camerounais, Douala, Yaoundé, le péage, c'est 10 000. Vous allez accepter? Déjà à 500 francs, vous trichez. Paul Biya a fait tout pour maintenir le niveau du Cameroun assez vivable. Vous ne pouvez pas le ressentir maintenant, mais au Cameroun, la vie est agréable. La vie est inhospitalière ailleurs en Afrique. Au Gabon, tu ne peux pas manger même à 1 000 francs. Quand je le dis à la télé, des aigris qui ne savent même pas se brosser les dents peuvent critiquer un type comme moi quand je fais une affirmation. Des petits morveux qui sont arrivés en Europe dans les sacs on va respecter les femmes, donc je ne dirais pas de mots méchants, à plus de 50 ans. C'est eux qui nous donnent des leçons. Quand on dit que le Cameroun, il y a la nourriture à perte de vue, mais ces abrutis-là connaissent Fumban, ils connaissent Koutaba, ils connaissent Yoko, ils connaissent ça, Evodoula, ils connaissent Bamenda. La nourriture manque où au Cameroun? Maintenant, il faut travailler les infrastructures. Il faut travailler l'accès au marché. Il faut travailler la facilitation. Parce que quand les gars chargent par exemple les tomates, les courgettes, les concombres à Fumbot, le temps que ça arrive à Libreville, on peut réduire les délais. Les tracasseries policières. Ça, c'est les conjonctures. Mais dire que le Cameroun... Mais monsieur, allez à Boumiébel, regardez comment la nourriture pourrit au sol. Regardez les fruits partout. Demandez aux étrangers, ils vont vous dire que le Cameroun est une chance. On ne se limite pas à la nourriture. Bien sûr. Même le chien, je pense qu'on doit élever un peu le débat. Mais d'abord, sur la nourriture, allez à Dubaï où vous vous cachez là, on injecte les produits dans les pommes de terre importées, on les cultive avec beaucoup de pesticides, même en France, même aux États-Unis. Le Cameroun a tout ce que Dieu a donné. Willy Ndouga dit qu'il faut désenclaver les bassins de production. Ça, c'est les solutions. Mais quand je dis qu'il y a à manger, et un Camerounais vient là, il se met là, des gens de 50 ans qui mettent les caleçons
déchirés aux fesses et qui traînent là partout en Europe, avec la drogue et partout, ils osent parler mais ça va pas. Alors, on revient sur le cas de sortie de crise post-électorale. Moi, je vous dis, Tirouma, grand frère, si tu es à Garou en ce moment, hein, Midima, grand frère, si tu es à Garou en ce moment, laisse qu'on va t'arrêter, tout ça, ça c'est pour faire monter le truc. Que tu aies gagné ou pas, si ton père Paul Biya t'appelle, si Paul Biya t'appelle, comme il a envoyé les émissaires, le gouverneur de Garoua, c'est mon grand frère, et il est venu te voir. Il n'est pas seul. Il a un message porté confidentiel. On te l'a remis. On dit, le président Biya dit, prends le pouvoir, deviens premier ministre. Vous me demandez les solutions de sortie de crise. Vous voulez d'abord qu'il y ait 5 000 morts, 10 000 morts, pour qu'on commence encore à réfléchir aux solutions de sortie de crise? Mais ça s'appelle une solution de sortie de crise. Même dans son camp, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec cette proposition. Parce que le président Paul Biya ne l'a pas faite pour John Fundi, qui était pourtant anglophone. Moi, si tu remets premier ministre du Cameroun, parce qu'il mérite, le score qu'on nous a annoncé en attendant de confirmer, c'est quand même 35%. Personne n'a jamais fait 35% face à Biya. Personne. Maintenant, si tu dis que tu as gagné et que tu persistes et que c'est toi le président, on va te suivre. Mais prends cette proposition au sérieux, Tirouma. Tirouma, avec tout le respect que je te dois. Si un papa comme Paul Biya, n'attendez pas les conventions. Je vois les gens qui font des débats à Paris, ils ont des plateaux là pour détricoter leur propre pays de loin. Ils jouent les savants des plateaux, ils viennent donner des leçons. Alors que tous ont travaillé pour la France. Ils ont amené des Blancs là-bas, français à la présidence, à une époque où ils ont porté des milliards, ils sont rentrés avec en France. Quand nous, on va prendre le Cameroun en gestion, ces gens vont payer. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. Ils ont pris les gens ici, leurs collègues, leurs amis, ils ont créé des trucs, ils avaient des journaux, des médias, des trucs, ils portaient des milliards à la présidence. Le Cameroun était le plus beau pays du monde. Et nous, aujourd'hui, on se met même à défendre des gens, on se met à défendre juste le pays, alors qu'on n'a jamais pris un 5 francs dans ce pays. C'est des gens qui n'ont même rien qui meurent dans cette histoire. Ceux qui étaient logés même dans les hôtels, ils prenaient l'avion toutes les semaines en business pour venir se balader à Yaoundé avec les petits pieds. C'est eux qui insultent le Cameroun aujourd'hui. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Nous tous, on attend le changement. Nous tous, on veut que les choses bougent, mais un peu de dignité. Parce que beaucoup de Camerounais ne sont pas bêtes. On n'oublie pas. On vous connaît. La démagogie, le mensonge, le vol. Vous accusez les autres, mais on vous connaît. On se connaît. Et ce n'est pas ça le débat. Voilà mon frère Rodrigue Kamdoum qui est en train de dire que le Premier ministre actuellement au Cameroun ne sert à rien. Le Premier ministre, c'est le rendre inutile. Voilà alors les Kamdoum. Bon, Kamdoum, tu veux alors qu'on mette quoi? Vice-président? Il y a toujours des gens comme ça. On te dit que si Tirouma accepte le poste de Premier ministre, par exemple, il a la main ferme pour gérer. Paul Biya va gérer l'ultra soft power, le régalien. Il dit à Tirouma, gère la politique.
vous me demandez ce que Tiruma... C'est parmi les conditions. Il faudrait déjà accepter, voir dans quelle mesure ça va être bien fait. D'accord? Pour moi, voilà la sortie de crise. Maintenant, il y a aussi une autre sortie de crise. C'est d'attendre, de reconnaître, d'attendre. Mais je ne crois pas à l'opposition des forces. Ça nous fait dépenser trop d'énergie, trop d'argent, trop de sang, trop de vie humaine. Même en Europe, ceux qui vous payent là pour dire que le Cameroun est l'enfer, ils vivent du consensus. Vous savez, Al Gore a perdu les élections aux États-Unis, qu'il avait gagné. Même aux États-Unis, hein, où vous êtes cachés là. Al Gore a perdu les élections avec moins de 1000 voix, ou 200, je ne sais même plus combien de voix. Le gars a refusé. Il dit qu'il n'a pas perdu. Oh non! Ça, le Camerounais est méchant. Kamdoum dit que j'ai dit voilà alors les Kamdoum. Vous voyez ce que ça induit? Tu veux m'amener le débat sur la médiocrité bête du tribalisme? Non, ça ne passera pas par moi. Il faut arrêter ça. Je veux Kamdoum arrêter ça tout de suite. D'accord? Alors, je vais d'ailleurs... J'ai un tonton qui s'appelle Ekoé. C'est le fils de mon grand-père Ekoé. D'ailleurs, et mon grand-oncle Ekoé, chez moi là-bas, il a un fils qui s'appelle Kamdoum. Parce que mon grand-père là était un gendarme français, était un commandant de gendarmerie à l'époque des Français et à l'Ouest Cameroun. Hein? D'ailleurs, son fils, le professeur Tétanier Ekoué, le plus grand pédiatre, l'homme qui a créé les fondations Jean Irène et Bia, qui s'occupe aussi, qui s'est occupé des enfants de maman Chantal Bia, voilà. Donc, le professeur Tétanier Ekoué, c'est son père. Voilà. Il a un frère qui s'appelle Kamdoum et qui est au premier ministère, qui a fait toute sa carrière, c'est un haut cadre. Et à la fin de vers la fin de sa carrière, il dit non, peut-être qu'il faut qu'il change de nom. Il pense que c'est parce qu'il s'appelle Kamdoum. Non, on y arrête ça. Quand tu étais grand patron et tout, tu t'es toujours appelé Kamdoum. Si aujourd'hui tu dois aller en retraite, ça... Est-ce que vous comprenez comment les Camerounais sont malins? Donc, Kamdoum, tu portes le nom d'un de mes oncles, d'un de mes tontons. Donc, ne m'amène pas vos débats là, s'il vous plaît. Dépassons un peu ça. Hein, vraiment, je n'aime pas la force Franck Valdez, je vous suis, on est en train de débattre. Ah, maintenant, Kamdoum rit. Ah, moi, ce petit malhonnête de Kamdoum là. Hein? Oui, j'ai mon oncle qui s'appelle Kamdoum, il est au premier ministère, je ne sais pas s'il est même déjà en retraite. Et il jugeait que c'est parce qu'il s'appelle Kamdoum, alors qu'il n'est pas de l'Ouest, mais voilà, il s'appelle Kamdoum quand même. Pour vous montrer que le Cameroun a dépassé ces choses que vous voulez nous imposer là. C'est la médiocrité qui fait que vous nous amenez des débats du matin au soir sur TikTok, les gens parlent comme des écervelés, la tribu a fait, ils ne connaissent même pas leur pays. On doit sanctionner même des gens qui viennent parler de tout et de rien. C'est incroyable. Alors, Franck Valdez, alors, comment vous appelez ça? Mais si on fait une proposition, pour être plus sérieux, si on fait une proposition à Tiruma, ça veut dire qu'il y a un cahier de charge. On ne dit pas Premier ministre et il descend. C'est pas un gamette. Il va dire, je veux ceci, je veux cela, j'exige cela, j'exige. Il donne sa feuille de route. Mais qu'il accepte et puis qu'on avance, on passe à autre chose. De toutes les manières, on ne va pas mettre long sur ce live.
Le Cameroun est déjà en pleine transition politique. Le Cameroun est déjà en pleine transition politique. Mais vous voulez seulement faire comme les Blancs veulent. Humilier un patriarche qui a donné toute sa vie là. Mais Paul Biya est en train de partir, il va partir. Je ne suis pas un devin, j'allais même vous donner la date du départ du président. Mais laissez aussi qu'on fasse une transition maîtrisée, équilibrée dans les règles de l'art. Si Tchiouma revient là à Yaoundé, lui qui était dans un petit bureau de ministre des PME, de rien du tout là-bas, il redevient Premier ministre, il refait la carte gouvernementale, il définit la politique, il commence à proposer, à mettre donc en place. Parce que tout dans un pays, c'est un processus. D'accord? Si Tchiouma n'est pas conservateur, parce que Tchiouma est très dur, hein? Ne le voyez pas là, ce n'est pas un enfant de cœur. Tchiouma ne rit pas beaucoup. Je ne vais pas dire qu'il est méchant, mais Tchiouma est un dur de caractère, pas très souple. S'il met en place une république exemplaire, il fait passer quelques textes de loi, on essaie de voir comment le Cameroun peut avancer, on implémente de nouvelles choses, on essaye de nouvelles choses, ça va nous préparer à la transition. Lui-même, Tchiouma a parlé de transition dans son projet politique. S'il est sérieux, Tchiouma, moi je l'ai écouté. Tchiouma était sur la radio de Balafon, là, il a dit que lui veut une transition de quelques années, mais être Premier ministre avec les pleins pouvoirs, c'est une transition politique. Et puis on regarde ce qu'il y a amélioré. Moi je vous ai déjà dit, laissons un peu le cas de Tchiouma, à titre personnel, moi je vous ai dit ce que je pense. On ne peut plus faire déjà des élections qui font 2 semaines, on attend. La tension nerveuse. Les gens ne travaillent pas depuis 2 semaines. Pour l'économie, c'est un coût énorme. C'est pour ça que dans les grands pays, on vote le matin, 20 h, on donne les résultats, le lendemain, les gens rentrent au travail. Les marchandises sont bloquées au port. Les gens vont au bureau 1 fois par semaine. Les mamans ont déjà prêté les pains de épaules pour garder. Les gens ne vont pas au travail. Vous ne savez pas ce qu'on... C'est comme ça que les Européens tuent nos pays, en nous plongeant dans des crises électorales. J'accuse pas, hein, je ne suis pas naïf, je ne fais pas du populisme. Mais les Occidentaux aiment quand on se déchire. On dit bagarrer sans déchirer les habits. Et puis eux, ils viennent avec la Croix-Rouge. Vous voyez, moi, assis chez moi, comment me donner le kilo de farine. Hein? Les ONG commencent à entrer au Cameroun, on commence à nous vacciner, à nous mettre le sucre dans la bouche parce que les enfants sont affamés. L'école est fermée. Hein, tout ça là. Nous, on a des urgences, on doit réparer le nozo. Et Tchiouma était à Bamenda, il sait parler à ces gens-là. On ne va pas revenir sur les rapports avec les Amazoniens. Tchiouma est un gars qui a fait sa bosse. Quelqu'un a tapé les prisons les plus dures du Cameroun. Quand Tchiouma a fait son parcours, il a été ministre, prisonnier, relâché, ceci. Là, c'est l'œuvre de sa vie. Mais être président, est-ce que c'est forcément lui qui va être le 3e président? Hein? Donc, moi, je ne suis pas un complotiste villageois qui défend les fausses idées. J'ai écrit des choses très dures, même à l'encontre parfois du président de la République, qui a reçu, qui a lu, qui dit « Mais toi, tu penses quoi ?» Donc, l'élection prochaine au Cameroun, les prochaines élections, on doit se battre pour que les gens votent le matin, le soir, chacun rentre chez lui. D'accord? On doit se battre pour que l'élection soit à 2 tours. On doit se battre à limiter aussi les plaisantins qui viennent à l'élection présidentielle. Parce que les 0%, les 0,1, les 0,2% de voix, ça nous bouffe l'énergie, ça nous bouffe le temps. D'accord? Maintenant, on doit limiter le mandat. Ça, tous les Camerounais veulent ça. Il ne faut pas avoir fait Sciences Po. Il ne faut pas avoir bac plus 0 ou plus 20.
Donc moi, je pense que l'école est même finie. Tout le monde est savant aujourd'hui pour peu qu'ils veulent travailler. D'accord? 4 ans, 2 fois, et fini. J'expliquais ça hier à quelqu'un, je n'étais pas sur TikTok, je ne sais pas quoi, je disais que notre constitution est trop chargée. Il y a de trop grosses têtes qui ont écrit ça, ils ont compliqué, ils ont mis des virgules partout, des points. La constitution des États-Unis, c'est 200 ans et 2 amendements. On a touché 2 fois. Parce qu'une constitution est bien écrite, on ne touche pas. On est d'accord? Quand la constitution est claire, mandat, 4 ans, renouvelable une seule fois, et on écrit là-dessus que même si tu changes de nom, tu ne peux plus être président quand tu as été président. Même si on te coupe les doigts pour changer les empreintes, tu ne peux plus redevenir président. Voilà les choses qu'on veut attendre. 4 fois, donc 8 ans maximum, c'est beaucoup. Ça va tourner. La jeunesse. Moi, quand Biya arrivé au pouvoir, j'avais quel âge? 7 ans. 5, je ne sais plus. Vous vous imaginez aujourd'hui que je n'ai pas eu la chance d'être président, alors que j'ai enseigné même des gens qui sont déjà présidents et ministres ailleurs. Quand j'ai commencé à travailler, beaucoup n'étaient rien, ils sont ministres, ils ont fini leur carrière, ils sont déjà en retraite dans leur pays. Non, je pense qu'il faut un turnover intelligent. Je pense aussi que ce que les Camerounais nous demandent, c'est que il faut refonder l'État. Bon, pour ceux qui parlent de transition politique, je vais vous redire une vérité. Le pouvoir n'est pas comme ça à la rue. Au pire des cas, si les affrontements commencent, pour vous qui voulez les affrontements entre le peuple et son armée, ce qui n'a pas de sens, s'il y a le désordre partout, c'est l'armée qui, généralement, reprend le pouvoir. Et quand l'armée reprend le pouvoir, vous allez voir un petit caporal là qui s'appelle Elundu ou Nchama ou Biyong ou Wambo, je ne sais pas, Wambo le courant, ou Abdourahman, un gars va sortir de quelque part là, il dit qu'il est sergent-chef. Il commence à nous dire de nous raser les moustaches. Il vient d'abord là avec les treillis et puis à 2 semaines de faire de la transition, il dit qu'il est candidat. Il n'aime plus la tenue militaire. Il vient juste pour goûter un petit mandat et il s'en va. Et nous aussi, on va le suivre. Et dès qu'il entre au palais, il épouse une femme très brune. Et il commence à nous dire, bon, on recommence à zéro. Il suspend l'Assemblée. On suspend le Sénat. On suspend tout, il dit on recommence. Président du Haut Conseil national de transition, 10 ans. Et c'est terminé. Le cycle, ces choses-là, vous ne savez pas. L'avantage quand même des Camerounais, c'est que Paul Biya a mis le tissu politique du Cameroun de A à Z. Le Cameroun est dessiné et très bien. Maintenant, l'applicabilité, bon, la décentralisation par exemple, on n'a pas besoin de parler fédéralisme si la décentralisation marche. C'est déjà la fédération. Grand Vic, un peuple sort pour le chassement. On est au Burundi ici, mon frère. Le Cameroun, c'est 475 000 km². C'est vos solutions-là qui amènent les gens à se perdre. Chassement veut dire quoi? Quels sont ces mots? Mais les États-Unis aimeraient bien qu'il y ait du chassement. Il y a beaucoup de pays où vous êtes cachant vos finances pour... On y fait le chassement. De quoi? Vous créez, vous tuez votre économie, vous tuez votre pays pour 100 ans. Chassement. Bon, je pense que... C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Après, qui suis-je? Mais il faut garder ces lives-là parce que c'est très instructif.
C'est des lives d'éveil, c'est des lives de justification, débat. On n'est pas obligé d'être d'accord. Mais moi, moi, en plus, les gens qui disent ça n'ont pas le choix. Vous croyez? Moi, j'ai des enfants que j'ai élevés. Moi, mon temps est arrivé aussi que maman me fasse ma bouillie le soir. Je bois, je mange, j'écris mes livres, je donne 2 conférences. Vous pouvez chasser alors. Voilà. Moi, j'ai rien. Vous brûlez votre pays. Mais on raconte ça dans des pays inaboutis où les gens ne sont pas allés à l'école. On raconte ces choses-là là où les gens n'ont pas d'espoir. Mais le Cameroun est une terre d'opportunités. Vous ne pouvez même pas imaginer. Le Cameroun est une terre... Je pense que le prochain président du Cameroun, s'il a les mains liées, si ce n'est pas moi, mais si le prochain président du Cameroun n'est pas un petit gars des gens du chassement là, si le président du Cameroun qui vient après Paul Biya, dans un avenir proche, monsieur, on n'a pas 5 ans pour se développer. On a les savants d'Afrique. Et comme on a la NASA. Chaque fois qu'il y a un avion qui décolle, il y a un Camerounais qui a travaillé dans le moteur. En Allemagne, ils sont 30 000 ingénieurs. Vous faites venir ces gars. En France, toutes les meilleures infirmières, les plus belles sont camerounaises. Tous les meilleurs docteurs. Mon médecin ici à Paris, mes 2 médecins sont en France, à Montargis, sont camerounais. Donc vous avez des savants partout. Vous savez, des savants. Moi, je ne suis pas votre ami parce qu'on ne vit pas dans le même monde. Moi, je suis dans le monde des idées. Les gens me demandent, tu es qui, tu as fait quoi? Tu dis à quelqu'un, toi, tu sais comment on écrit un livre, tu sais élaborer une pensée, il ne va pas répondre. Donc, nous, on ne discute rien. Je ne discute rien avec vous. Prenez-moi comme un grand frère qui apporte du savoir. Et dans un pays normal, c'est nous qui devons bâtir le pays. Voilà. Et je me mets à la disposition de mon pays, c'est ce que je fais toujours. Je perds, je prends des coups de poing, je prends des flèches, on nous écarte même parfois sur place, mais je suis là, parce que personne ne te donne l'autorisation d'aimer ton pays. D'accord? Donc le Cameroun que vous voyez là va se développer en 5 ans. Parce que dans les années 70-80, Boeing aux États-Unis était venu mettre ses centres. Est-ce que vous avez même partagé cela? Boeing était venu mettre ses centres de formation de pilotes au Cameroun. Boeing, l'avion. Le gars qui a construit le stade Amadou Ahidjo avait 27 ans. D'accord? C'était un Camerounais. Il est directeur du port de Douala. Un ingénieur Bassa. Mon grand-père, camarade de Pompidou, président de France, camarade de Sédar Senghor, les 3 grands agrégés en France, Thomas Mélonet, Sédar Senghor, le président Pompidou. Le Cameroun a des grandes valeurs, les André Siaka, ils sont encore vivants. Le Cameroun a des Jean-Jacques Ekindi. Ekindi qui était major de sa promotion ici à Paris, école de pomme de mine. Ekindi que vous insultez à Douala là, major en France, devant tous les autres Français, tous les Blancs. Donc n'insultez pas ce pays-là. Le pays est descendu tellement bas que tout le monde est aujourd'hui influenceur, leader. Chacun vient faire live, chassement, et il parle comme s'il parle aux gens qui sont... Vous savez, vous êtes dans un pays qui a le plus grand nombre de savants au monde. Regardez comment le Canada nous vole des ingénieurs chaque année, des médecins, des infirmiers.
des enseignants. Le Canada est un pays développé. Avec tous les moyens qu'ils ont, ils n'arrivent pas à former les médecins, à former les ingénieurs, à former les enseignants. Ils viennent les voler où au Cameroun. Et vous insultez votre pays. Vous croyez que refuser de faire la guerre, ça vous rend bête ou ça vous rend intelligent? À Yaoundé, toutes les ambassades, là, tous les ambassadeurs, là, leur rôle, c'est de déstabiliser le Cameroun. Mais quand ils se réunissent comme en ce moment, ils disent, ouais, qu'est-ce qu'on va encore utiliser comme stratégie? On peut monter les Camerounais contre eux-mêmes. Ailleurs, ça marche, hein? Même en Côte d'Ivoire, si tu dis Baoulé contre Dioula, Dioula contre ceci, Bété, la guerre éclate le même soir. Au Cameroun, personne ne peut dire là qu'un nordiste allait attaquer les Boulous, les Bamilek. Tirouma lui-même, si je ne donne pas une mauvaise information, la fille de Tirouma est en mariage chez le fils de Paul Biya, donc un de ses neveux. Enfin, il y a un lien. Je dis Tirouma. Donc, il ne faut pas... Et les brassages. Je vais vous faire une confidence. Mon grand-père qui venait des hauteurs des Bassa, là-bas, a croisé ma grand-mère qui venait des coins des Bakoko, ici, tout ça là. Nous sommes des mélanges terribles. Et du côté de ma mère, j'ai un côté Douala, un côté Batanga, et un côté du sud-ouest que vous connaissez. Donc, comment vous voulez... Moi, je suis... Qui parle d'ethnie au Cameroun? Ça vous sort pas, ça vous sort. Et aujourd'hui, vous faites le procès à Paul Biya, je suis d'accord, mais regardez avec qui Paul Biya gère. Les meilleurs amis de Paul Biya, c'est Conchou Komini avec qui il buvait des bières à Anguissa, à Paris, à Antony. Vous êtes à Paris, la cité universitaire d'Antony. Hein? Allez dans la région parisienne, c'est le 92. Allez à la cité universitaire d'Antony, c'est là où il y avait tous les camarades, les Paul Biya étaient assis là-bas. Leurs amitiés. Qui gère le parti de Paul Biya? Qui gère le parti? Kouété. Kouété, c'est son ministre depuis et ami personnel depuis plus de 50 ans. Le président du Sénat, c'est Niat. Niat même a été arrêté en 84 avec les Tirouma. On allait fusiller Niat que vous voyez là. Il était déjà vice-premier ministre, il était quelque chose avant d'aller à la Sonnette. Niat est l'ami de Biya depuis les années 60. Donc, c'est une génération que nous avons supportée. C'est nos papas. Hein? Comme il disait une femme, on doit les surlever avec leurs défauts, avec tout ce qui va avec le respect quand même dû aux aînés. Et puis on les accompagne doucement, on dit papa, pardon, merci, au revoir. Et puis, c'est ça qu'on appelle l'intelligence. Bon, dis donc. Oh, coquille. Aujourd'hui, moi-même je suis notable chez les Banjoun. Même comme les Baham me détestent ces temps-ci alors que nous sommes voisins à l'ouest, à la chefferie. J'étais anobli la dernière fois à la chefferie Bamisingui, à Bamamboro. Mais moi je suis un enfant du Cameroun. Dis donc, oh, me fatiguer à vos choses. Hein? Moi, j'aime la joie communicative de Yannick Noah. Regardez comment Yannick Noah, un tomba mana Noah. Et regardez comment les Ewondo. Et pour vous dire, arrêtez de frustrer, de créer une guerre centre-sud. S'il y a un coin hospitalier au Cameroun, vous le savez tous, c'est le centre et sud. Vous savez pourquoi on a mis la capitale à Yaoundé? On ne met pas la capitale parce que le climat seulement. Sinon, la capitale était d'abord à Boya. Mais les Allemands ont senti qu'il y a des gens ici qui n'aiment pas la négociation. On est parti à Tcham. Les gens ici, bon, on cherche pour qu'il y ait une capitale, on cherche des peuples ouverts d'esprit. Pour eux-mêmes. C'est peut-être pénalisant pour eux parce qu'ils aiment tellement le brassage. D'accord? Donc, ne tenons pas compte de ce qu'on dit sur les réseaux sociaux.
les gens, nos frères, et Wondo, Betty, Boulou, tout cet ensemble-là, c'est des gens qui aiment la vie. Ils aiment les gens. Et attention, si je vous parle des doigts là, peut-être je ferai un live demain parce que je suis un savoir pur. La qualité de la vie, la beauté, l'art. Nous, on a tout copié chez les Blancs, on n'a pas pris l'argent, on a tout copié. Mais les premiers milliardaires camerounais étaient les Sawa. Après les Bassa, c'était les Sopo Priso, c'était les Sopodine, c'était les Priso. Attention, les premiers milliardaires qui ont touché l'argent, et c'est l'art de vivre, la qualité, dont le Cameroun est très haut là-bas. Moi, j'ai grandi à Bonapriso, à la clinique Sopo. Les ascenseurs, tout le personnel de la clinique Sopo, une clinique privée, c'était des Français, c'était des Blancs. On faisait venir des grands professeurs d'Air France, ils venaient soigner les Camerounais, ils rentraient, et c'est un Camerounais qui avait la clinique. Aujourd'hui, la pauvreté fait que tout le monde crie, on croit qu'on est sale, il ne faut pas se laver. Même les femmes ne se lavent plus, elles ne font plus leur hygiène, elles viennent insulter les gens insultent. Le Camerounais n'insultait pas. On était là. C'est ce réarmement moral qu'il faut reprendre à zéro. Et c'est notre travail. D'accord? Mais écoutez, on se dit bonne soirée, on se dit à demain. Partagez le live, on va se retrouver. Hein. Il faut qu'on se parle vraiment. Ça vous a plu ou pas? Si vous êtes content, vous mettez un like, vous partagez et vous dites aux autres que le maître, le grand maître Bissok va tenir la parole pendant tout ce processus électoral. N'ayez pas peur. Nous sommes le Cameroun. Allez. Oh. Bourbanaba, il est là, dis donc. La médiocrité veut gâter ce pays comme